L'hiver, saison incontournable au Québec, qui amène énormément de doléances. Mais au fond, soyons honnêtes, cette saison fait partie de notre identité et on ne pourrait s'en passer. Un autre incontournable, du moins le matin avec nos céréales ou notre café, le lait, fait partie intégrale du quotidien de bien des gens. Nous accompagnons Alexandre et Denis dans la traite matinale où efficacité et technologie font maintenant partie de cet exercice traditionnel. Ils reçoivent aussi la visite d'un acteur incontournable et primordial dans la production animale. Et chaque vache ont leur numéro, leur nom. Puis comme là, la traiteuse, elle me donne, là, par exemple, la quantité de lait qu'elle m'a donné en ce moment. J'ai le débit aussi qu'elle me donne. Là. Ça, c'est le débit à la minute. Puis ensuite de ça, une fois qu'on a fini, une fois que la traite est terminée, là, ben dans le fond, moi, je paye sur une heure comme un ordinateur, on paye sur une heure. Après ça l'envoie dans l'ordinateur. Puis je suis capable de faire un suivi année après année de sa lactation, jour par jour, les quantités qu'elle me donne. Puis exemple, la vache aujourd'hui, là, elle me donne moins de lait. Ben, je peux déjà dire, elle va m'avertir en flashant, oh, cette vache-là a donné moins de lait. Fait que je suis capable de me dire, oh, peut-être que cette vache-là a une pneumonie ou elle s'enligne sur une mamite, des affaires de même, des petites maladies. Les systèmes de traite aujourd'hui sont capables de nous avertir d'avance de certaines choses que les vaches ils peuvent combattre, tu sais. Là, un matin, il m'a appelé pour confirmer nos prix d'avoine. Oui. Puis je vais parler avec Tara aussi là, cette semaine, là, essayer de séduire un rendez-vous pour qu'on puisse être prêt au printemps pour les semences, les engrais et tout. Là. Plan de culture, là, comment février, là, ça commence à être le temps de canner ça. Là. Que nous autres, l'hiver, là, c'est vraiment là, une bonne partie de la gestion, réflexion de projet et tout ça, parce que là, il y a différents. Il y a le code pratique des bovins laitiers qui va sortir prochainement. Fait que là, il va falloir s'adapter, puis on a des projets à mettre en œuvre pour être dans les normes encore. Fait que là, il faut réfléchir à tout ça. Fait que là, on rencontre des entrepreneurs, puis tout ça, en construction pour des nouvelles bâtisses, puis tout ça. Puis un projet de silo aussi. Pat, as-tu des réunions cette semaine spécifiques au club? Non. C'est tranquille encore cette semaine. OK. On va essayer de parler à Jean-François aussi pour finir de monter notre... soit jeudi ou vendredi, parce que moi, mardi, mercredi, ben là... je peux pas. Mardi, je suis en formation, mercredi, en réunion. Il y a une chose que mon père il a toujours dit. T'sais, nous autres, on se paye pas de voyage en sud l'hiver, mais on peut se payer le luxe de faire un peu de motoneige parce que c'est un peu... ça nous fait changer les idées, ça nous fait changer de mode de vie un petit peu aussi. Puis c'est important aujourd'hui, en 2022, je partais dire 21, mais en 2022, de le faire.
J'ai trouvé ça plaisant cette semaine. J'avais fait une vidéo l'année passée, Belle cause pour la cause. J'encourage les agriculteurs à parler et pas se gêner. Mais c'est une des façons, ça, le fait de motoneige, là, permet de se libérer les idées. Des fois, c'est rien qu'un petit 2-3 heures, là, mais aller en faire là, avec mon père, là, moi, nous autres, c'est bien plaisant puis ça change le mal de place. Ça, ben non, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Là, on part en pick-up, on va se chercher un café, puis on va se promener, on va voir des reins, puis tout ça. Là, des petites choses qu'on aime bien faire aussi. La mise en marché est une facette importante de la production d'agneaux. Marc-André nous explique son fonctionnement. Suivant les traces de son grand-père, il ne ménage aucun effort pour offrir son produit à la clientèle de la région. Il nous amène aussi à un endroit où le froid fait partie intégrale des activités, la boucherie. Fait que t'arrives, on arrive au bon temps, t'arrives directement du Saguenay. C'est ça, exact. J'arrive de faire ma livraison de viande d'agneau, ouais. Parce que là, t'as fait abattre des agneaux. Explique-nous ça. C'est bon, moi dans le fond, c'est ça. On a un contrat de production, nous autres, à l'Agence d'agneaux lourds du Québec. Avec les éleveurs d'ovins du Québec, c'est notre fédération. Puis dans le fond, il faut fournir 25 agneaux aux 2 semaines. Ben là, ça a changé dernièrement, en fait, depuis le début de l'année, c'est pas vrai. C'est rendu 60 agneaux dans le mois qu'il faut qu'on fournisse. Puis on a possibilité de dispatcher un petit peu comme on veut, là, en 2 livraisons. Tu sais, exemple 30 ou 25, 45, 35, pardon. C'est nous qui décident. Puis sur ces 25 agneaux-là qui sont commercialisés, j'en ai une partie, nous, qu'on rachète à la fédération. Il faut que le transfert se fasse quand même à la fédération de l'agneau pour les enregistrements, etc. On rachète ces agneaux-là, nous. Ils nous sont ramenés ici, je vais expliquer le déroulement après, puis on les commercialise dans le fond dans la région. Là. Je vends ça à des boucheries principalement au Saguenay, qui eux autres font la propre transformation de l'agneau. Moi, je livre une carcasse d'agneau complète. Les autres font la transformation, revendent ça aux clients. Puis il y a une certaine partie aussi de ces agneaux-là que moi, je refais transformer ici par une boucherie qu'on va aller visiter tantôt, dans le fond, la boucherie Harvey, que je revends ensuite à des consommateurs, là, des particuliers, dans le fond. L'agneau d'habité en pièces. OK. Les agneaux partent d'ici, moi, le dimanche soir, on a un transporteur qui est organisé pour ramasser tous les agneaux de la région. Il part le dimanche soir, les agneaux arrivent à l'abattoir le lundi dans la nuit, dans le fond. Ils sont abattus le lundi matin très, très tôt. Ils sont ramenés, ça, c'est à Québec que ça se fait, dans le fond, parce que pour les commercialiser dans un établissement tel qu'une boucherie, il faut qu'ils soient abattus dans un abattoir de type A, je crois. C'est ça, de type A. C'est un abattoir certifié, on dit sous inspection permanente, il y a un vétérinaire qui est tout à l'heure. Puis ça, ces types d'abattoirs-là, on n'en a plus ici en région. Hein? Exactement, on a juste des abattoirs de type B, comme ce qu'on va aller visiter chez Dominique. Ouais. Ça, c'est les abattoirs qui font qu'on peut vendre à un consommateur direct, mais je pourrais pas revendre à une boucherie, par exemple, qui, elle, va revendre à des consommateurs directs. C'est la raison pour laquelle on fait abattre à l'extérieur de la région, dans le fond. Donc, les agneaux sont ramenés ici, sont abattus à Québec, sont ramenés ici par transport réfrigéré, la compagnie Jardin du Saguenay qui me les ramène le mercredi. Puis moi, je vais les chercher au Saguenay, à Jonquière, à l'entrepôt. Je livre ça dans les boucheries. J'en ramène parfois une partie faire débiter chez Dominique pour mes clients, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. À tous les mois, tu as une tournée, tu vas livrer des carcasses? Une fois ou 2 semaines. Une fois ou 2 un semaines? jeudi ou 2 semaines, oui. 2 fois par mois? Oui, c'est environ entre 3 à 6 agneaux, dépendamment du moment de l'année, dépendamment des clients, que je livre aux 2 semaines dans différentes boucheries là-bas.
la partie mise en marché que tu fais par toi-même, c'est quand même du travail. Oui, c'est du travail. C'est mon grand-père qui avait beaucoup décollé ça. Lui, il avait fait ça au début. Il avait plusieurs agneaux. Là. Il avait commencé avec Agneau-Saglac. Je ne voudrais pas non plus m'aventurer dans des terrains que je connais pas, là, mais je sais qu'il avait parti Agneau-Saglac avec d'autres producteurs. Puis il a fait ça toute sa vie, autrement dit, de la petite mise en marché comme ça. Là, on avait un petit creux. Là, je pense que c'est le temps là, de remettre un petit peu d'énergie là-dedans, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime. OK. On a le temps quand même à la ferme avec les organisations qu'on a. Ça nous permet un petit peu de le faire. Puis je pense que l'engouement est là avec la COVID qui s'est passée dans les 2 dernières années. Là. Je pense que l'engouement est là pour le retour à la terre, l'achat local, si on veut. Là. Fait que c'est quelque chose que je maintiens, mais oui, c'est quand même d'autres... C'est des tâches de plus, des frais de plus aussi de gestion. Puis être capable de l'abattre en région, ce serait encore plus merveilleux pour toi. C'est sûr que pour la mise en marché, ça faciliterait la tâche, pas juste à moi, je pense à tous les producteurs de viande du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui... Oui, c'est un gros enjeu. D'ailleurs, on en parle souvent, c'est des projets d'abattoirs. Mais oui, c'est sûr que ça faciliterait la tâche. Ça réduirait aussi beaucoup les coûts. Puis tu as parlé de ton grand-père tantôt. On en parlait un petit peu. Ton grand-père, c'est Philippe Lapointe. Oui. C'est quasiment un des pionniers dans l'élevage ovin dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je sais qu'il avait fait importer des semences là, de certaines races d'Île-de-France, je crois, d'Europe. Mais c'est ça, je voudrais pas non plus m'avancer. J'en connais en masse, mais pas. Je connais pas toutes les histoires, mais oui, là, je sais qu'il était avant-gardiste dans la production, une production qui était très peu connue ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a décollé ça quand même assez tôt, là. Ça fait quand même 40 ans quasiment qu'il est dans l'agriculture. Ouais, en tout, là, il y a eu un rachat d'entreprise, mais ça fait environ 40 ans, je pense, qu'il est en agriculture, là. Pas loin de ça, si je me trompe pas, ouais. Il a toujours eu des moutons, lui, en fait. Là. Son père avait une ferme laitière quand lui était jeune. Mais la ferme avait été vendue, je crois, puis lui l'a racheté parce qu'il était trop jeune, quelque chose du genre. Okay. Puis il a toujours eu des moutons depuis. Tu vois, toi, t'es originaire de Chibougamau? Oui, exact. Je suis né ici. Ma mère et moi, on a déménagé quand j'avais 4 ans, juste avant la maternelle, à Chibougamau. J'ai grandi là-bas. Puis je venais quand même tous les étés, depuis que j'ai environ 9 ans, je venais tous les étés travailler sur la ferme. Au début, j'habitais chez mon grand-père. Puis vers la fin, j'habitais chez Jimmy, qui se trouve être mon oncle, le frère à ma mère, qui est aussi associé avec moi dans l'entreprise, en fait. OK. C'est ça, je venais tous les étés travailler. J'ai toujours su que j'allais finir ici. C'est écrit dans le ciel pour toi. Je me suis jamais vraiment posé d'autres questions, fait que je pense que oui. Ah, mais c'est quand même le fun de voir ça a vraiment évolué. Puis c'est une grosse entreprise familiale, dans le fond. Oui, c'est quand même assez gros. C'est le fun. C'est ça, la fierté de la famille aussi là-dedans. C'est ce qui nous tient, qui nous fait qu'on... Puis là, ça fait combien d'années à temps plein que tu es ici? Moi, j'ai fini cégep en 2016, donc ça va faire déjà 6 ans au mois de mai environ. Ouais, c'est ça, au mois de mai, ça va faire déjà 6 ans que je suis à temps plein, ouais. Ça sort directement du débitage, puis Dominique l'avait fait geler dans son congélateur, étant donné que moi, j'avais manqué de temps pour venir le chercher hier. Toutes les pièces sont débitées là, selon les découpes des gens là, qui ont demandé. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Hein? C'est du travail, hein? Oui, c'est du travail, mais on aime ça. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime le contact avec le monde. J'avais fait la grande fête des récoltes à Saint-Gédéon, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je veux pousser vers ça un peu, voir ce que ça va donner. Si l'intérêt est là, puis il y a de la réponse, tant mieux. Oui? Bon, oui, ça me va bien. Oui, puis de voir le contact direct avec le client, parce que comme tu disais, à l'agence de vente, c'est bien beau, mais tu sais pas qui le mange, t'as pas de feedback à savoir le monde dont tu apprécies, ou là, au moins, avec des clients qui reviennent, puis des clients qui donnent des commentaires, c'est fun. Là, tu sens... C'est en plus la valorisation, tu sais. Tu sens que le travail, il vaut la peine, là. Exactement, oui, c'est ça que j'aime. Le matin, puis comme le tu fret, dis, c'est ça, la fédération, c'est super aussi, tu sais, j'aime ça commercialiser. C'est très bien fait, là. Sauf que c'est ça, t'as moins le sentiment, t'as envoyé ça là-bas, c'est commercialisé dans le coin de Québec-Montréal, je sais pas si mon agneau c'est lequel, sur l'épicerie. Non, puis il y a personne qui le sait. C'est exactement, il se dira pas c'est celui-là. C'est l'agneau du Québec, mais c'est pas l'agneau de la ferme La Pointe, là. Bonjour Gilles. Bonjour François. Aujourd'hui, tu nous amènes encore dans un petit voyage historique sur la production laitière. Oui, j'aimerais ça faire le tour un peu de ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui dans la production laitière. Je pense que c'est important d'en tenir compte. Puis on va essayer de faire le tour de tout ça aujourd'hui. Alors François, la production laitière est considérée comme étant la principale activité agricole au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au début de la colonisation, les pionniers étaient davantage tournés vers la culture du blé. Toutefois,
on voit apparaître de plus en plus des fermes laitières au début du 20e siècle. Le climat de la région est en effet propice à l'abondance d'herbes à pâturage servant à nourrir le bétail. On observe le phénomène particulièrement dans les basses terres au nord du lac Saint-Jean. Bien sûr, pouvoir suffisamment fournir de nourriture au cheptel laitier contribue à l'essor et à la popularité de l'industrie laitière. Chaque petite paroisse, ou presque, possédait sa laiterie ou sa beurrerie-fromagerie, et les paroissiens venaient y trouver de l'emploi. Ils y fournissaient le lait nécessaire à la fabrication des produits. Donc, il y avait un échange réciproque. Une vache veillait parfois au seul besoin de subsistance de la famille. C'est pourquoi on en disposait au moins d'une à l'arrière de la maison. Ça nous rappelle, François, l'expression « vache à lait », par définition, quelqu'un ou quelque chose dont on peut facilement tirer profit. Elle fait bien sûr référence aux vaches laitières qu'on peut traire toute leur vie et qui ne nécessitent que des soins de base. À l'époque, le laitier livrait aussi du lait frais à domicile, et ça tous les matins. C'est ce qu'on appelait la ronde de lait, expression consacrée. C'était même encore la norme à Montréal dans les années 1960, avec un chariot pour transporter les différents contenants en verre, soit la pinte, la chopine ou le demi-heure. À l'inverse, certains se déplaçaient aussi pour ramasser les bidons de lait des fermes aux alentours pour les acheminer par la suite à la laiterie du village. Rapidement, on s'adonne à la transformation du lait, une activité qui assure un bon revenu. Les premières fromageries, d'ailleurs, ouvertes dans la région ont été celles de Siméon Fortin à Saint-Alphonse de Bagotville et à Chicoutimi en 1882. Ensuite, ce fut Damas Jalbert qui, en 1886, ouvre la première fromagerie du lac Saint-Jean à Saint-Jérôme de Métabetchouan, avec pour fromager un certain Louis Hudon. À Albanel, c'est Achille Corriveau qui opère la première crèmerie-fromagerie de la municipalité. Plusieurs autres suivront, comme Albert Roy. On se souvient aussi des beurriers Elzéar Gagnon et Ludger Ménard, par exemple, et des fromagers Arthur Labbé et Léonidas Gagnon, pour ne nommer que ceux-là. Certains reconnaîtront leurs arrière-grands-parents. Dans la municipalité d'à côté, c'est entre autres de la laiterie de Dolbeau, dont on se souvient, qui était la propriété de l'homme d'affaires François Tremblay. Les petites laiteries, ainsi que les fermes laitières réparties dans plusieurs municipalités, avaient besoin de repères pour améliorer leur productivité et gérer la répartition du lait dans les usines. C'est ainsi qu'en 1967, à Saint-Jérôme, un comité provisoire est créé pour fonder l'Association coopérative laitière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou ACL. À ce moment, on voit une concentration s'établir autour de l'ACL, alors que plusieurs coopératives d'ici en rejoignent les rangs. L'association acquiert aussi quelques usines, notamment celle des Pères Trappistes, en 1968. En 1972, elle fait également l'acquisition de l'usine de transformation de Normandin. 2 ans plus tard, l'ACL implante même une nouvelle usine à Chambord pour la transformation du fromage, du beurre et aussi du lait en poudre. En 1977, elle ajoute à ses acquisitions les laiteries de Dolbeau, de Roberval, de Saint-Félicien et de Chibougamau. C'est un tournant majeur dans l'économie. L'Association coopérative laitière adopte le nom de Nutrinor, eh oui, Nutrinor, en 1980, et année après année, la coopérative se développe. Elle s'unit à de nombreuses coops et entreprises de la région pour devenir l'une des plus importantes coopératives au Québec. Merci beaucoup, Gilles. Ça fait plaisir, François. On voit donc que la production laitière, c'est une industrie qui a grandement évolué au cours de l'histoire. Ça a beaucoup évolué, puis je pense qu'on va avoir d'autres sujets à traiter bientôt qui vont aussi rejoindre ce sujet tout aussi intéressant. À bientôt, Gilles. À bientôt, François. Au Canneberge-Perron, durant la saison morte, ce n'est pas le temps de se reposer. De nouveaux projets sont dans les plans. L'arrivée du fils de Roger amène une expansion et l'équipe est à pied d'œuvre, malgré le froid et la neige, pour réaliser les travaux. On est en mode hiver, on est en mode préparation aussi. On voit toute la machinerie. Oui, on est en train de faire de la... Un gros projet. Un petit peu.
On est en train de faire de la maintenance sur notre machinerie parce qu'ici, on est dans notre secteur, notre autre secteur, on a 800 acres ici de boisé et une petite partie en bleu laitière. On est en train de déboiser toutes les années durant l'hiver. Quand on n'a rien à faire, ben on vient travailler ici, on déboise, puis le résineux est vendu à l'Union des producteurs de bois. OK. Et puis le reste, on se fait du bois de poêle pour nous autres, puis on vend un peu. Fait que non, c'est ça qu'on fait durant l'hiver, là, on s'amuse en forêt. Puis là, ça ici, ça va devenir un éventuel cannebergeret aussi. Oui, on a une prévision de faire un 300 acres de canneberge ici. On est en demande de CA. OK. Comme j'avais dit. Fait que oui, c'est pour ça qu'on fait aussi le développement, le déboisement. Fait que c'est pour un petit peu se préparer à faire des tests de sol puis à préparer le terrain pour ça. Puis compare-nous 300 acres si on compare à ce qu'on a vu à la ferme. J'ai 45 acres. Au à la ferme. Fait que Ça fait que ça va être une grosse ferme ici. Ça va être une grosse ferme. Vu que mon garçon veut prendre la relève, fait que là, on investit puis on va y faire un gros projet. Oui. Pour pas qu'il s'ennuie. Ça, c'est sûr. Fait que là, c'est toute votre machinerie? Oui, oui. On a notre petite pelle qui est. Il y a une petite tête de bûcheuse dessus, mais c'est juste pour nos lots, nous autres. On va pas ailleurs, on n'a pas le temps. Écoute, puis on bûche ça en producteur agricole. Tu sais, on n'est pas des producteurs de bois, on prend notre temps, on le fait comme il faut, puis ben, faut tout le bûcher et ramasser comme il faut. Hein. Toute la fibre qu'on a, on fait tout. Des fois, on gaspille un peu ailleurs, mais nous autres, on la ramasse tout au complet. Tout au complet. Moins qu'il y en a sur le terrain, mieux c'est. L'objectif du bûchage, c'est surtout de préparer le terrain pour. Fait que vous avez avantage à ce que le terrain ne soit pas trop perturbé. Qu'il y ait moins de bouts de bois et de résineux dessus, là, en fin de compte. Il faut aller le broyer d'une manière ou d'une autre pour faire un terrain plat puis échousser. Fait que là, tu dis que ton fils prend la relève, veut prendre la relève. Oui. Là, il s'en vient dans l'entreprise. Oui, il est là. Ben, l'entreprise ici, lui, il va en faire partie. OK. Fait que RN Perron, peut-être plus tard, on ne sait pas. On va voir. On va faire ses preuves avant. Ouais, on fait nos preuves, on va gagner nos galons. Non, je suis pas inquiet. Là. Ben, c'est une belle nouvelle quand même pour toi. Oui, je suis bien content parce que là, on vieillit toujours, hein, puis des fois. Des questions qu'on se pose. Un gros développement de même, je suis pas sûr que l'avoir fait pas de relais. OK. Tu sais, à un moment donné, il faut que quelqu'un. Puis faire ça pour la revendre après, c'est pas dans mon optique, c'est pas. Mais je pense que là, vu qu'il est là, ben là, on investit puis on. C'est plus motivant, c'est plus encourageant. Oui, c'est le fun. C'est bien sûr que c'est pas pareil. C'est toujours. On l'a vu chez différents producteurs aussi. Tout ce que vous bâtissez, tout ce que vous faites dans votre entreprise, c'est le fun après ça que ça perdure puis que ça reste. Oui, puis écoutez, là, faire une cannebergière de même, là, ça va peut-être prendre 10 ans à construire. OK. Il va y avoir des paiements pour moi une quinzaine d'années. Moi, je suis rendu à 57. Le calcul n'est pas long à faire. Là. Faut, après ça, si tu veux que ce soit clair à toi, ben là, tu travailles jusqu'à 90, 95 encore. Tu sais, à 80, ça commence à être clair. Un gars, il est en forme. Hein? C'est pour ça un petit peu qu'à un moment donné, il faut se exciter et de dire on a fait vraiment assez pour faire notre affaire, pour que ça y aille bien. Mais c'est pour ça qu'on fait ce projet-là, c'est pour les jeunes plus. Là. Puis, je suis certain aussi que pour ton fils, c'est le fun aussi de voir son père et son oncle qui sont en avant de lui puis qui pavent la voie aussi. C'est sûr que la voie pavée comme ça, c'est pas pareil comme nous autres. C'est plus rassurant. Ouais, ben oui. Puis nous autres, on a embarqué dans les projets de canneberge il y a 11 ans. Fait que sans trop de connaissances, au Lac-Saint-Jean, on n'avait pas beaucoup. Fait que, mais là, écoute, on a eu de la bonne aide. Les gars comme Pierre Fortier du Centre du Québec, les gars sur l'irrigation comme Marc-David Oligny, c'est des gens qui sont pas avares de le commentaire. Ils nous disent, gars, fais pas ça. Je l'ai déjà fait, puis ça fait pas. Tu sais, essaye-les pas. Fait que, tu sais, ces expériences-là, ça te coûte toujours des sous, hein. Fait que quand on fait pas d'expérience, puis qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut, ben avec des bons conseils, ça va tout le temps bien. Puis tu me fais penser, c'est quand même assez distinct. C'est pas très commun non plus, la canneberge au Lac-Saint-Jean. On peut-tu la comparer avec ce qui se fait dans le sud du Québec? Ça ressemble-tu un petit peu? C'est la même canneberge. C'est les mêmes canneberges, c'est les mêmes variétés. Ici, ça va être un projet de canneberge de nouvelles variétés, parce qu'on a quand même un hiver plus rude qu'eux autres. C'est juste pour ça. Notre hiver est plus long, notre été est plus court.
ça paraît. Les degrés jour, on en a moins ici. Donc, on essaie de mettre des variétés qui vont être plus productives, puis vont être prêtes plus tôt, l'automne, pour pas que ça ait tout le temps pogné dans le gelé et dans la glace l'automne, parce qu'on cueille rien que le 10 octobre. Il ne faut jamais oublier que des petites gelées, il y en a eu. Là. Ça arrive, en 2015, on a cueilli, on a enlevé des gicleurs, on marchait sur la glace. Fait que tu dis préparation, t'en as... c'est 8-10 ans, oui. OK. Oui, en préparation. Fait que, à quand on peut s'attendre qu'il y aurait, mettons, une première récolte ici? Première récolte, mettons qu'on est en 2022 printemps, mettons qu'on en fait quelques autres, mettons qu'on ferait une trentaine d'autres l'année prochaine, on le plante en 2023, on va être récoltable en 2024 ou 2025. OK. Tu sais, c'est à peu près ça. En 2025, il devrait avoir une bonne récolte. Si tout se déroule, si le CA, l'environnement va bien, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. On a des milieux humides à côté, mais on n'empiète pas, on ne va pas dans les milieux humides trop. Ça fait que ça devrait bien aller, puis j'ai bien confiance. C'est lui d'en haut? Ouais. Parce que d'habitude, on voit la coteuse, non. Il est pas long à sortir. Puis lui d'en haut, il force pas, là. Ouais. Oublions ça. C'est lui qui accote, là, en bas. Parce qu'il est pas long à sortir. On enlève les trois bouts qu'on fait juste le tirer. Il va être plus long, mais que le Robert soit remis, puis l'air. Ouais. Ouais. On va le faire tout de suite. Ben, ce que je vois sur l'image, C'est ça? je pense que ça a l'air bombé de même, là. Bon. Mais, Il est moins lent à sortir là. On enlève ça, puis mais oublions jamais que c'est le dessous. Moi, c'est le dessous qui est Ça, là, en haut, il force pas. Là. Pour ça, d'ailleurs, qu'il y a rien qu'une... Mais il y a un lousse. Ouais, c'est ça, lui, il a le lousse. Comme l'autre bord, il y a un lousse. Parce que le tracteur, lui, là, il accote À côté. en bas. C'est la boule. Lui, en bas, puis lui, il l'écrase, lui, en bas. Ouais, c'est ça.